Et bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Donc Évrard Terral, je suis consultant au sein de Extia Ingénierie Méditerranée. Je voulais présenter aujourd'hui une présentation bref sur le climat avec une vue CO2 approche vachement macro. J'essaie de rentrer un peu dans le détail sur des chiffres de manière très sourcée, un peu scientifique, etc. Pour voilà, chacun à votre niveau avoir à pouvoir apprendre des choses si possible. Et j'ai avec moi aujourd'hui Marie-Hélène. Oui, merci Evrard. Donc, je suis Marie-Hélène Kaminski. Je suis chargée de projet RSE pour la société Extia et Extia Ingénierie depuis maintenant deux bonnes années. Et donc, je vais accompagner Evrard sur cette conférence. Alors pour le sommaire, on s'est réparti un peu la tâche. Je vais vous présenter moi tout d'abord une vue sur le changement climatique. Donc en fait, on va essayer de remonter à l'origine de l'affaire, savoir ce qui s'est passé, donc les évolutions naturelles, etc. Aujourd'hui où on en est, ce qui se passe, pourquoi on parle de réchauffement anthropique, et puis avec des projections sur les prochaines années, des projections faites par des scientifiques sur différents scénarios d'évolution. Deuxième point, ça sera un peu enfin, d'abord les causes, ensuite les effets. Pourquoi pourquoi on en parle beaucoup, pourquoi c'est dangereux, qu'est-ce qui se passe concrètement avec tous les effets. Et ensuite, on essaiera de voir un peu ce que ça peut engendrer sur l'humanité, sur les écosystèmes, etc. Et après, moi, je vais prendre la main. Donc, une fois qu'Evrard vous aura présenté un peu les causes, les conséquences du réchauffement climatique, qui est largement dû aux activités humaines, je vais prendre la main sur la question qui revient souvent, celle de la responsabilité. Donc, on a appelé ça une responsabilité commune, mais différenciée. Donc, c'est une problématique cruciale qui va relever des enjeux un peu de justice sociale mondiale. Donc, je vais d'abord commencer par vous donner quelques ordres de grandeur pour comprendre le contexte global. Et puis, je reviendrai sur un sujet qui est intéressant, à mon avis, sur la manière dont on peut percevoir parfois les graphiques, les chiffres, etc. C'est les méthodes d'attribution. Ça va parfois influencer ou fausser nos perceptions. Donc, je vais essayer de vous donner quelques éléments là-dessus pour finir par la neutralité carbone, qui est un concept dont on entend de plus en plus parler. Et ensuite, troisième point sur les priorités d'action. Donc après avoir vu un peu l'historique, où on en est aujourd'hui, on va essayer de vous présenter, pareil, avec une revue de la littérature scientifique, de ce qui est possible de faire, ce que nous devons faire, avec aussi une mise en perspective du rôle de l'entreprise. On est aujourd'hui dans une société d'ingénierie, donc on peut avoir un rôle à jouer là-dessus, sous 4 grands axes qui sont les systèmes énergétiques, l'industrie et le transport, les villes et les infrastructures, et la conservation des écosystèmes. Suite à quoi on vous fera une rapide conclusion synthétique sur tout ça, et on ouvrira une session questions-réponses pour échanger sur le tout. Donc je vais commencer avec le premier point, le dérèglement climatique. Vous avez 2 graphes en haut, un premier graphe qui va présenter un peu historiquement. En abscisse, on a l'échelle du temps en fait, qui remonte jusqu'à 60 millions d'années. Et en ordonnée, on a la température globale en référence au niveau moyen actuel. Donc tout à gauche, on voit en fait un pic de température vers moins 50 millions d'années, qui correspond en fait, d'après les scientifiques, c'était lié à des éruptions volcaniques de manière intense sur la globalité de la surface du globe, qui ont amené une température quasiment jusqu'à plus 15 degrés par rapport au niveau actuel. Et en fait, depuis ça, progressivement et très lentement, on a une baisse de la température. Alors c'est pas constant parce que c'est un système très très complexe que je ne maîtrise absolument pas. Donc on a légères variations avec des petites remontées, etc. Mais sur la tendance, on descend. Au milieu, sur le premier graphe au milieu, on a un petit zoom sur le dernier million d'années avec 800 millions, 600 000, 400 000, 200 000 avant notre ère. Pour référence, l'espèce humaine, l'Homo sapiens, il est arrivé à environ moins 300 000. Donc on est finalement pas loin par rapport à cette référence de 50 millions d'années. Et ensuite à droite, on a notre niveau industriel, donc 1850 à peu près, alors on avait déjà un peu commencé, mais la révolution industrielle, avec on arrive dans les années 2000, etc. Et puis on commence à monter. Et ensuite les 3 courbes qui sont à droite, c'est des projections. C'est des projections faites par des scientifiques avec des méthodes et des scénarios assez complexes à calculer, donc toujours avec un certain niveau d'appréciation et d'erreurs.
En rouge, on a le système un peu business as usual, c'est-à-dire on continue à faire comme on le fait. On se retrouvera là d'ici 300 ans. Là, ce qui est important de noter, c'est qu'en gros, en 300 ans, on se retrouve à un niveau de il y a 50 millions d'années, c'est-à-dire on atteint presque les plus 15 degrés sur la température au niveau global. Ça, c'est assez massif parce que avoir une variation de 600 millions d'années naturelles qui se passe en 300 ans, ça engendre énormément d'effets, énormément de conséquences que je vous citerai de manière synthétique après. Pourquoi ça évolue aussi vite? En fait, ce qui est montré, ce qu'on a sur le graphe en dessous, c'est que la température globale sur le globe, elle est intimement liée au niveau de CO2, en particulier dans l'atmosphère. On voit qu'on peut presque superposer les deux courbes, ça a été démontré. Et aujourd'hui, le niveau de CO2, il a aussi été démontré que les émissions humaines augmentent drastiquement ce niveau de CO2. Donc on voit à droite les projections sur les prochaines années, c'est directement couplé avec les évolutions de courbe de la température. Donc on voit que si on agit sur nos émissions de CO2 équivalent, on expliquera le concept après, on peut influer sur la température des prochaines années et sur du coup les conséquences qui vont y avoir. Rouge, donc scénario un peu pessimiste. Le bleu, c'est un peu top scénario. On met plein d'actions en place sur différents secteurs. On maîtrise nos émissions, on les réduit, et puis on arrive à limiter l'échauffement global. Et le niveau jaune, entre 2 et 4,5. Non, pardon, c'est pas la température, c'est des niveaux SSP. C'est en gros le scénario qui est envisagé par les scientifiques. On se dirige à peu près vers ça, donc on peut tabler sur du plus 2,7 degrés d'ici 2100. Donc on voit déjà qu'on dépasse bien l'accord de Paris qui était environ à plus 1,5. Donc voilà, il faut essayer d'avoir ça en tête pour la suite. En gros, qu'on table sur ça. Là, ce qu'on a montré, c'est qu'il risque de faire plus chaud. La température va monter. Ça peut avoir des avantages pour certains. On peut se dire que ça peut être agréable, surtout que c'est pas énorme, plus de 2,5 degrés. Qu'est-ce que ça représente pour nous concrètement? Il n'y a pas trop de conséquences. En fait, c'est pas si simple. Il y a énormément de conséquences parce que c'est un système très très complexe que je vais essayer de vous présenter avec un petit top 5 sur les effets que ça peut engendrer sur la nature et sur nous aussi, sur nos sociétés humaines. Premier effet, ça on commence à bien le voir, c'est sur les phénomènes climatiques extrêmes. Donc là, on parle de tempêtes, d'inondations, de sécheresses, de canicules, d'incendies notamment. Le dérèglement climatique va avoir un aspect de catalyseur sur pas mal de paramètres de ces phénomènes, notamment sur la fréquence, l'intensité, la durée et la répartition géographique. Donc aujourd'hui, tous ces phénomènes, ils apparaissent déjà naturellement depuis un certain temps, avec une disparité selon la répartition géographique globale. Sur certains endroits, ça va avoir même des effets positifs, mais sur la plupart des cas, ça va être plutôt négatif, avec une augmentation de la fréquence, donc il va y en avoir de plus souvent, augmentation de l'intensité, ils vont être de plus en plus longs, de plus en plus forts, et donc ça engendre une problématique sur nos sociétés, parce que tous ces phénomènes, ils peuvent détruire nos infrastructures, donc là où on vit, ils peuvent détruire l'agriculture, donc ce qu'on mange, et il a aussi différents moyens de nous tuer. Donc un exemple concret, c'est en 2003, il y a une grande vague de chaleur qui a tapé l'Europe. En Andalousie, on a eu plus de 40 degrés sur plus de 20 jours, et ça a directement engendré plus de 70 000 morts. L'Europe, elle est particulièrement impactée par le dérèglement climatique. Sur les 2,7 degrés, on estime qu'on sera 1 degré au-dessus de ça en Europe, avec encore plus en Europe du nord-est, en Suède, etc. Donc on est spécifiquement impacté par tout ça. Il y a une projection qui dit que d'ici la fin du siècle, à Londres, on aura la météo qui faisait à Barcelone en 2000. Sur l'alimentation mondiale et l'accès à l'eau, ça pareil, on commence à le voir. On a un exemple en jaune en bas. En Éthiopie, à partir de 2019, il y a eu 5 saisons consécutives de pluie ratée. Et ça, directement, ça a engendré de l'insécurité alimentaire pour 12 millions de personnes. En plus, ça c'est plutôt Marie-Hélène qui va vous expliquer, mais ça engendre aussi pas mal de problématiques d'un point de vue social, parce que ces personnes, c'est pas forcément les plus amènes d'avoir des solutions palliatives pour faire face à ça. Donc il y a un problème aussi éthique derrière ça. Donc ça, c'est sur les crises alimentaires. Ce que ça va engendrer, ce que ça engendre aussi directement, c'est des conflits.
augmentation des conflits pour l'accès à la ressource, simplement, c'est de la survie. Et du coup des migrations soit internes dans les pays, avec on va chercher à survivre, on va chercher à trouver de la nourriture, ou aussi internationale, avec une augmentation des flux migratoires. Pour l'eau, on estime qu'il peut y avoir jusqu'à 600 millions de personnes qui vont être impactées d'ici la fin du siècle. Ça y est, une cause qui explique beaucoup de ça, c'est le réchauffement des montagnes. En fait, on va avoir moins de stockage en hiver parce qu'il fera un peu plus chaud dans les montagnes, donc on aura moins de neige et de glace. Et du coup, en été, on aura moins de flux dans les cours d'eau parce qu'il y avait moins de stockage en hiver. Et donc, raréfaction de l'eau en été. Là, on en a le plus besoin pour notre agriculture, pour boire, etc. Troisième point, les pandémies. Ça, on a déjà eu un bon avant-goût il y a pas si longtemps avec la Covid. Ça, ce qui est aujourd'hui modélisé, c'est qu'il va y avoir de plus en plus, et il peut y en avoir en plus des plus létaux. C'est-à-dire que le Covid, il était global, c'était une pandémie. Il n'était pas forcément hyper létal par rapport à d'autres éléments pathogènes. Aujourd'hui, on peut avoir, notamment à cause de notre proximité avec des nouveaux écosystèmes et des maladies animales qui rentrent en contact avec nous. Et donc, ça pose un gros risque pour l'homme et les sociétés humaines. Un exemple, en 2022, il y a eu des grosses inondations au Pakistan, et ça a directement multiplié par 5 le nombre de cas de paludisme dans le pays. Et on rappelle d'ailleurs que le moustique est l'animal le plus dangereux pour l'homme, notamment à cause ces maladies qu'il peut transporter. Il y a l'OMS qui fait une projection aussi, c'est que à partir de 2030, il y aura plus 60 000 morts par an à cause de la malaria. Quatrième point, les écosystèmes. Là, on va parler d'espèces animales avant de l'homme, parce qu'on n'est pas seul sur Terre. Donc on a des estimations qui montrent qu'il y a 20 à 30% des espèces animales et végétales qui vont simplement disparaître, une extinction totale. Ça peut être couplé avec justement notre niveau de maîtrise de l'évolution de la température. À droite, vous avez des graphiques qui montrent en fait via des couleurs et en fonction de la température, de l'élévement de la température, des surfaces où les animaux ont un risque pour leur survie. Donc quand ça devient violet, notamment sur le plus 4 degrés par rapport au niveau pré-industriel, on a des larges zones où il y a plus de 100% des espèces qui courent un risque de survie. Ça peut être aussi transposé à l'homme. Nous, on marche en fait avec un système température-humidité. On a une valeur qui est notable, c'est quand il fait 40 degrés et qu'il y a plus de 40% d'humidité dans l'air. Au bout de quelques heures, on survit pas, on meurt. Et donc là, en fonction de l'élévation de la température, pareil, on voit sur les graphiques, sur les images en bas, ces zones qui vont être impactées par un taux d'eau, enfin d'humidité et de température trop élevé, il va vachement augmenter. Et on a sur le dernier graphe entre 4,2 et 5,4 degrés, ça représente environ 700 millions de personnes. Donc en gros 700 millions de personnes dont la survie est mise en cause. Et pareil, d'un point de vue un peu social, c'est pas forcément les personnes qui sont le plus adaptées à faire face à ces changements. Donc voilà, c'est à prendre en compte. Dernier point, la fonte des glaces. Ça, c'est quelque chose c'est un peu plus palpable, mais c'est plus sur le long terme. On parle de quelques centimètres d'élévation du niveau de la mer. Là, je vous ai mis à droite un graphe donc quand on parlait sur la courbe rouge, on remonte au niveau il y a 50 millions d'années. Ça, c'est une projection de comment était la Terre il y a 50 millions d'années avec la température qui était à l'époque. Là, il y a 40 millions d'années. Donc, il y a eu beaucoup d'autres systèmes qui ont fait changer l'état du globe, mais là, on voit concrètement que ça pose un risque pour la société humaine et aussi les animaux. Au-delà d'augmentation nette du niveau de la mer, en fait, ça va aussi engendrer pas mal de problématiques en couplage avec les autres effets, notamment les phénomènes climatiques extrêmes, donc c'est-à-dire le niveau de la mer un peu plus haut, et quand il y a des tempêtes, etc., il y a plus de probabilité que des surfaces proches du littoral soient immergées. Donc en fait, c'est toujours pareil, c'est ce genre de couplage qui est intéressant à voir, un système très très complexe. On a un exemple aussi en jaune en bas, delta du Mekong, en fait, qui est au Vietnam, c'est tout le sud du Vietnam. On estime qu'il y a la moitié de la production céréalière du Vietnam qui est menacée par le niveau de montée de la mer, parce que tous les alentours autour du delta risquent d'être submergés.
Donc ça pose des problèmes pour la survie des personnes locales et du coup aussi des migrations, parce qu'elles vont devoir survivre, elles vont probablement bouger. Ça, c'est un exemple, et il y en a une centaine d'autres sur la Terre. Un petit bilan de ce que je viens de vous dire sur la partie 2, les effets. 3 chiffres assez impactants. On a, premier point, la mortalité. On considère que sur le XXIe siècle, scénario rouge, business as usual, on aurait jusqu'à 1 milliard de morts sur le siècle. Assez massif. Quand on fait un rapport à notre population, alors elle va évoluer d'ici la fin du siècle, mais c'est un gros pourcentage. Et on a un point de calcul qui est assez intéressant, qui a été montré dans une étude. Pareil, à prendre avec des pincettes, on peut moduler, mais ça donne des ordres de grandeur. 1000 tonnes de CO2 équivalent, c'est environ égal à un mort. Pour une référence pour nous, Marie-Hélène présentera plus tard, on est environ à 10 tonnes de CO2 par an. Si on se dit qu'on vit 100 ans, on pourrait dire que la survie, la vie d'un Français coûterait en fait un mort quelque part d'autre sur la planète. Donc ça, pareil, c'est parlant, ça peut nous ramener à notre responsabilité. Sur l'immigration, on a un chiffre qui est à 216 millions de déplacés intérieurs d'ici 2050. Ça, c'est la Banque mondiale qui le dit. Pareil, ça peut poser de nombreuses questions. Donc, on voit aussi qu'on est aussi impacté dès aujourd'hui avec des considérations politiques qui peuvent se mettre en place. Sur la biodiversité, on parle simplement de système extinction, avec tout ce que je vous ai présenté sur la survie des espèces, etc. Sachant que la dernière, c'était il y a 65 millions d'années, celle des dinosaures. Donc là, pareil, c'est une grosse considération. À gauche, j'avais un graphe qui n'est pas passé avec le PDF, je pense. C'est la NASA qui fait ça, c'est intéressant. En fait, c'est une évolution de la température en fonction des années. On voit en fait que ça s'élargit de plus en plus, donc la température globale sur l'année élargit, et ensuite ça bascule d'un axe, et on voit en fait que cet élargissement, il n'est pas linéaire. Il va de plus en plus vite, et sur les dernières années, en fait, on commence à avoir un écart de température qui est de plus en plus important. Donc ça peut poser des considérations pour les prochaines années. Troisième point rapidement, ça c'est juste un petit point pour méthodo un peu pour la suite de ce que Marie-Hélène va vous présenter, c'est sur le CO2 et le CO2 équivalent. En fait, on a tendance pour les calculs à ramener tous les gaz à effet de serre, donc les GES que vous avez sur le graphe, CO2, CH4, N2O, gaz fluoré, O3 pour les principaux, au CO2. En fait, on fait ça parce que le CO2, ça représente 2/3 des activités humaines. Et donc, on ramène par calcul d'équivalence les autres gaz à ça. Donc, voilà pourquoi on parle de CO2 équivalent et pas de CO2. Merci Évrard. Du coup, je vais prendre la main. Donc là, Évrard vient de vous présenter donc les causes, les conséquences du réchauffement climatique. Un constat qui n'est pas très glorieux. Et il y a l'une des questions qui revient le plus fréquemment, qui va être celle de la responsabilité dans un enjeu de justice sociale mondiale, comme je vous le disais en introduction. Donc, je vous propose qu'on regarde ensemble quelques ordres de grandeur pour mieux comprendre le contexte global. Donc, je vous ai mis un premier graphe ici, qui est finalement l'historique, le cumul des émissions de CO2 par grande région du monde de 1850 à 2019. Donc, quand on regarde un peu le graphique ensemble, on voit que en gris, vous avez les émissions qui proviennent des énergies fossiles et de l'industrie, et en vert, celles qui sont attraites au changement d'affectation des sols. Donc, on voit également apparaître en bas du graphique tout ce qui va être trafic, transport maritime et aérien, qui par convention vont être comptabilisés à part et pas dans les émissions des pays directement. Donc, ce que j'ai mis en évidence là sur ce graphique, c'est que ça nous permet d'avoir une clé de compréhension. Notamment, on voit que donc ça, c'est l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Australie, donc qui représentent quasiment 45% des émissions de CO2. Donc, la répartition historique, elle permet vraiment d'avoir cette clé de compréhension et l'importance d'avoir une approche équitable dans les négociations internationales sur le climat. Donc ça, c'est quand on regarde l'approche historique. Maintenant, si on regarde l'approche, la répartition qui est actuelle de nos émissions, on voit qu'en 2019, ça s'élève à 59 milliards de tonnes de CO2. Et ici, là, on voit que c'est l'Asie de l'Est, avec notamment la Chine, qui est responsable quasiment d'un quart des émissions en 2019 et qui va donc venir dominer ce graphique.
Cependant, l'objection qu'on pourrait facilement émettre face à un tel graphique et de tels chiffres, c'est que ça ne prend pas en compte la taille des populations dans chaque région. Donc, pour une évaluation plus précise et plus équitable, il va être essentiel de diviser ces émissions par leur population. Donc, c'est ce que je vous propose avec cette nouvelle slide, donc les émissions de gaz à effet de serre par région et par habitant en 2019. Donc, quand vous regardez le graphique de gauche, donc là, on se voit bien que ça change vraiment la donne. On voit par exemple que les émissions par habitant sont 7 fois plus élevées en Amérique du Nord qu'en Asie du Sud. Et si on prend le graphique de droite, qui est un graphique qu'on apprécie beaucoup avec Évrard parce qu'il est très visuel, en fait, il va donner aux colonnes une largeur proportionnelle à la population du groupe. Et pour chaque pays, la hauteur du rectangle représente les émissions par habitant. Et donc, quand on prend la surface globale du rectangle, ça vous donne l'impact global qu'a le pays sur le réchauffement climatique. Donc, cette représentation, elle permet de voir, par exemple, que si on prend donc, au bout du demi-cercle l'Afrique ou l'Asie dite B, on voit que les émissions par habitant, elles sont très faibles, mais ces régions, elles vont peser quasiment autant que des régions comme des pays de l'Europe en termes d'émissions totales en raison de leur forte population. Et ce qui est important de noter ici, c'est que dans les 4-5 graphiques que je viens de vous présenter, on a eu une approche territoriale et qu'on n'a pas pris en compte les importations. Donc, en fonction de ce qu'on va regarder, les graphiques ils vont nous montrer des émissions par habitant, des émissions par pays, des émissions qui sont récentes ou alors le cumul et l'historique des émissions passées. Et ce qu'on voulait vous montrer avec ces graphiques, c'est qu'on peut tout et n'importe quoi dire avec les chiffres. Et que la répartition, ça va changer, ça va venir modifier finalement notre perception des responsabilités. Et ça va pas simplifier finalement les négociations internationales sur le sujet, puisque chaque pays va peut-être venir défendre finalement une approche qui va minimiser ou maximiser l'impact des autres. Donc ça, c'est un point qui m'amène à vous parler très rapidement des méthodologies d'attribution. Je ne sais pas si parmi vous, certains en ont déjà entendu parler. Donc pour le mettre facilement en exergue, je vais partir d'un cas. Donc imaginons si on prend un téléphone qui est fabriqué en Chine, mais qui est utilisé en Europe. La question qui se pose dans les deux méthodologies qui existent aujourd'hui, c'est est-ce qu'on doit allouer les émissions de la fabrication au pays qui produit ou au pays qui a le consommateur qui va utiliser donc le téléphone en question. Jusqu'ici, tous les graphiques qui vous ont été proposés et présentés, ça a été une approche territoriale pour l'allocation des émissions. Donc, c'est la manière officielle de le faire. On attribue les émissions au pays où elles ont eu lieu. Mais on pourrait aussi avoir une approche basée sur l'empreinte carbone qui, elle, va attribuer les émissions en fonction du pays où le produit est consommé. Et si on a cette approche-là, finalement, on a un changement du tout au tout des émissions, puisqu'on va prendre en compte l'effet net des échanges, et certaines régions comme l'Asie de l'Est pourraient réduire leurs émissions, tandis que les pays développés vont les voir largement augmenter. C'est important pour nous de juste expliciter ces deux méthodologies d'attribution parce que ça va vraiment changer la manière de voir les résultats. Et c'est pas juste une question technique de méthodologie scientifique, bien sûr il y a cet aspect-là, mais ça va avoir un impact vraiment sur la question de justice et d'équité quand on va parler de réchauffement climatique. Et du coup, ça m'amène à vous parler du dernier sujet de ma partie, la neutralité carbone, qui est également un sujet dont on parle énormément. Aujourd'hui, la France émet, donc là c'est un chiffre global, hein, près de 400 millions de tonnes de CO2 équivalent chaque année. Et pour limiter le réchauffement climatique, pour limiter le réchauffement climatique, on a ce grand projet de neutralité carbone. L'idée, ce serait de passer donc de 436 millions de tonnes de CO2 équivalent à zéro d'ici 2050. Donc, c'est l'objectif de neutralité. Avant de revenir plus précisément comment on peut atteindre cet objectif et le questionner un petit peu forcément, il va être important de comprendre quels sont les secteurs qui émettent aujourd'hui en France. Donc, on va avoir forcément le transport, l'agriculture, l'industrie et les bâtiments qui vont être les plus gros contributeurs.
et donc les domaines où les efforts vont devoir être prépondérants. Mais là, justement, dans ce graphique à nouveau, ce qui est important de savoir, c'est que la neutralité carbone, comme elle est expliquée aujourd'hui par le gouvernement, c'est une approche territoriale, ce que je vous ai exposé dans la partie juste avant. C'est-à-dire qu'on prend en compte la consommation intérieure de nos produits. Et les inventaires nationaux, ils vont omettre, typiquement là dans ce graphique, toute la partie importation. Alors là, je vous ai remis du coup les deux approches. Donc, si on transforme ce graphique et qu'on le met à côté de ce que serait vraiment l'empreinte carbone de la France, on voit qu'il y a une différence nette, puisqu'en prenant en compte les importations dans l'empreinte globale de la France, ça augmente de 39% le résultat. Donc, c'est vraiment pas anodin. Et aujourd'hui, la neutralité carbone se base sur l'approche territoriale. On a voulu donc vous mettre ce que ça a signifié, tant d'émissions de carbone d'un point de vue de moyenne, empreinte carbone moyenne par Français. Donc, on parle du chiffre, il va varier entre 9,5 et 11, mais on a une moyenne du coup à 10 tonnes de CO2 équivalent par Français. Donc ça, c'est un chiffre qui va venir inclure par contre toutes les émissions liées à la consommation de biens et de services. Et pour atteindre donc les ambitions des accords de Paris, l'idée c'est de venir couper ces 10 tonnes, de les diviser par 5 pour atteindre les 2 tonnes de CO2 équivalent. Donc c'est un gros effort à faire. Il est possible, si jamais ça vous intéresse, de calculer sa propre empreinte carbone, histoire de ne pas se baser sur une moyenne, parce que en fonction de nos vies et de nos habitudes, on va avoir une empreinte plus ou moins grande. C'est le but d'une moyenne, évidemment. Mais ce qui est aussi important que je vous précise, c'est que la partie grise du graphique, que ce soit en haut ou en bas, c'est tout ce qui va être attrait aux dépenses publiques. Donc, enseignement, administration, défense, il y a une partie qui va venir s'imputer sur l'empreinte carbone individuelle d'un Français moyen. Ce que je veux mettre en avant ici, c'est que l'effort, il ne pourra pas se faire seul. L'individu doit forcément participer à la dynamique, modifier certaines habitudes. Je vais vous donner quelques chiffres clés juste après. Mais il y a aussi, du coup, l'État qui va intervenir, les entreprises. C'est vraiment un effort collectif. On parle souvent de triple responsabilité face au réchauffement climatique. Donc, une responsabilité commune, mais partagée. Je voulais revenir donc sur, donc là vous avez donc le transport, l'alimentation, l'énergie, les bâtiments et les dépenses publiques qui vont imputer dans votre empreinte carbone. J'ai décidé de mettre en avant 3 chiffres qui m'ont étonnée un petit peu quand j'ai pu faire mes recherches et que je voulais partager avec vous. Donc l'un des postes d'émissions les plus importants dans l'empreinte carbone moyen d'un Français, c'est les déplacements, c'est le transport. Et il y a ce chiffre-là qui est sorti du rapport publié par l'INSEE en janvier 2021 que je trouvais étonnant. Donc, 63% de la population utilise la voiture pour des trajets de moins de 3 km. Donc, c'est à la fois surprenant mais aussi révélateur donc, des habitudes de déplacement des Français aujourd'hui. Et ici, c'est pas l'idée de se dire on va culpabiliser l'individu. Je veux vraiment sortir de ce discours-là. Forcément, il y a une responsabilisation à avoir de l'individu et pourquoi pas une manière de repenser ses modes de déplacement. Mais on peut aussi voir ce chiffre sous un autre angle et de se dire qu'il y a des progrès, il y a un vrai enjeu derrière au niveau de la proposition d'infrastructures qui sont adéquates au niveau du territoire français. Le deuxième poste d'émission hyper important pour un Français moyen, c'est celui de l'alimentation. Donc là, je vous ai mis 2 graphiques qui se ressemblent pas mal, mais qui vont apporter des nuances plutôt intéressantes. Donc sur votre gauche, vous avez le graphique qui illustre les émissions de gaz à effet de serre pour 100 grammes de protéines en fonction des différents types d'aliments. Donc là, la différence, elle est clairement notable. On voit qu'il y a un impact beaucoup plus fort pour tout ce qui va être source de protéines animales par rapport aux sources de protéines végétales. Et ce que je viens vous montrer avec le graphique de droite, donc c'est important de lire la légende, tout ce qui va être au début de la ligne, plutôt couleur bleu-vert, c'est tout ce qui est attrait à la production de l'aliment.
Et vous avez ce petit item un peu vert qui tire sur le jaune, mais qui est vert clair, qui est celui du transport. Donc, il y a une idée reçue qui est celle que le transport des aliments aurait un impact important sur son empreinte carbone. Pour le coup, c'est vraiment pas le cas. Les émissions liées au transport, bien qu'elles soient présentes et qu'il faut agir sur tous les aspects, bien sûr, c'est pas là où on a le plus gros taux d'émissions. Du coup, l'idée de ce que je vous présente là, c'est de se dire que le mieux, c'est de faire les deux. Ça va être de végétaliser et de consommer local. Mais s'il fallait choisir, c'est plus efficace de végétaliser son alimentation que de se concentrer uniquement sur la consommation de produits locaux. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais vous partager. Mais encore une fois, le mieux pour limiter son empreinte carbone, si on se concentre sur le poste d'émission de l'alimentation, la meilleure solution, ça va être d'adopter une alimentation à la fois végétale et locale, pour plein d'autres raisons aussi liées à la soutenabilité des territoires. Et le dernier point sur les postes d'émission, il y a celui de l'énergie. Je vous ai mis en bas à droite. Donc là, vous avez 3 graphiques. En bas à droite, vous avez celui du GIEC qui compare l'intensité carbone des différentes sources d'énergie. Donc ça, je pense que c'est un fait établi et que je n'apprends rien à personne, mais on voit bien donc que les émissions de combustibles fossiles sont, on va dire, considérablement plus élevées que toutes les autres sources d'énergie. Et ensuite, en fait, quand on regarde le mix énergétique, aujourd'hui, on comprend bien qu'il y a un paradoxe dans notre transition énergétique. En 2019, c'est 84% de l'énergie primaire consommée qui provient encore des énergies fossiles. L'éolien, le solaire, c'est 2,2 et 1,1%. Donc, les énergies renouvelables, on sait, elles sont nécessaires pour décarboner notre mix énergétique mondial, mais elles représentent encore une part extrêmement faible. Et aujourd'hui, elles viennent finalement s'ajouter plutôt que de se substituer aux autres. Et aussi, il y a plusieurs enquêtes, rapports de plein de choses qui montrent bien que l'énergie des combustibles fossiles, elle permet vraiment de produire facilement et d'installer et de venir maintenir les infrastructures pour les énergies renouvelables. Donc là, c'est un paradoxe, il y a beaucoup d'efforts à mettre sur cet aspect-là. Alors pour finir ma partie et pour revenir sur la neutralité carbone, en France, il y a une stratégie qui est mise en place, c'est la stratégie nationale bas carbone. Et l'idée, c'est que d'ici 2050, on arrive à diminuer nos émissions et que les émissions de gaz à effet de serre restantes soient inférieures ou égales aux absorptions, tout ce qui va être puits de carbone. Sur le sujet de la stratégie nationale bas carbone de la France, on avait 3 points à partager avec vous, 3 points d'intention qui, selon nous, sont importants à retenir. Le premier, c'est que ça va faire sens si et seulement si on a vraiment une approche globale et que tout le monde entre dans la dynamique, tout le monde au sens macro, c'est-à-dire tous les pays, chacun à leur échelle, mais aussi dans le sens à l'intérieur du pays, avec la triple responsabilité entre l'État, les entreprises et les individus. Et aussi, il faut bien comprendre qu'ici, il ne s'agit pas de continuer à faire du business as usual en espérant compenser l'entièreté de nos émissions avec de l'absorption. Il y a plusieurs rapports qui le montrent, notamment un rapport d'Oxfam en 2021 qui parle de certaines entreprises que je ne citerai pas, qui projetaient de raser et de planter 2 fois la superficie du Royaume-Uni d'ici 2050. L'idée, c'est pas de continuer comme on fait et de se dire qu'on compensera tout ce qu'on émet de toute manière. Là, on voit bien la trajectoire des émissions, elle a une chute raide. Qui plus est, il y a des rapports récents qui ont montré que les trajectoires d'absorption qui avaient été scénarisées, elles sont moins fortes que prévues. Et c'est en partie dû au changement climatique. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais l'objectif, c'est bel et bien de diminuer drastiquement les émissions et compenser, oui, mais compenser uniquement les émissions résiduelles. Il ne faut pas se tromper de stratégie. Voilà pour ma part. Et puis, on va regarder les priorités d'action maintenant avec Évrard. Oui, tout à fait. Donc, après avoir montré historiquement ce qui s'est passé sur le dérèglement climatique, pourquoi il faut agir
et quelques briques de comment on agit, quels sont les leviers. Là, on va avoir un aspect un peu plus technologique sur concrètement quelles sont les solutions par secteur et par technologie justement. Ce qui est intéressant de montrer et de mettre en évidence, c'est qu'aujourd'hui, les solutions sont là pour au moins réduire de moitié les émissions d'ici 2030. Et en plus de ça, il y a les liquidités, il y a l'argent. C'est-à-dire qu'ils ont juste une volonté, souvent politique, de mettre en place la structure et le cadre à ça pour réduire les émissions. Pour ce qui est de ces technologies, je vous ai mis, alors désolé, ils sont pas très nets. On a les 2 prochaines slides là qui sont un tableau pareil du GIEC, qui ont été réinterprétés après, qui montent en fait par secteur. Vous avez les secteurs à gauche ici, énergie, sol, eau, alimentation, et ensuite on aura agglomération, infrastructure, santé, société, économie et industrie et déchets. Vous avez à gauche les solutions d'adaptation et à droite les solutions d'atténuation. Sur les solutions d'atténuation, on a une mise en parallèle en fait des différentes technologies. Donc là, on voit solaire, éolien, etc., qui sont quantifiées par deux aspects. Le premier, c'est les quantités de CO2 équivalent qu'elles peuvent permettre d'économiser par an. Donc ça, c'est la longueur de la barre en fait. Là, le solaire, on va dire 4,5 de gigatonnes de CO2 équivalent économisé. Et la couleur, ça montre le couplage technico-économique. Donc c'est-à-dire que plus on est vers le bleu, moins c'est cher de le faire. Plus on est vers le rouge, plus c'est complexe à mettre en place, plus ça coûte cher, etc. Ces secteurs, ils sont classifiés par ordre de priorité. Donc là, l'énergie top priorité. Et on a à l'intérieur, par exemple, les 3 premiers qui sont le solaire, éolien et réduction des fuites de méthane, qui sont les items et les technos qui sont à mettre en place le plus urgemment possible. Et en plus, qui plus est, là pour les 3, elles sont pas chères. On peut facilement mettre ça en place et il y aura des effets assez rapides. Ça, c'est à prendre en considération aussi pour les autres secteurs. Donc en dessous, on a sol, eau, alimentation. On a le premier item qui est plus d'écosystème naturel. En fait, ça, c'est fondamental. On en parle assez souvent, déforestation, etc. Mais d'un point de vue quantitatif, c'est extrêmement important en fait de conserver ces écosystèmes et même voir sur le plus long terme de les remettre en place parce que ça agit comme des puits de carbone naturels. On parle souvent des poumons de la Terre, donc ça absorbe le CO2, etc. Et donc à la fois de coupler, mettre en place des technologies qui émettent moins de CO2, donc nous sur notre consommation, sur nos modes de vie, émettent moins de CO2, mais aussi tout en gardant forcément les écosystèmes naturels qui peuvent les absorber. Puis aussi pour la biodiversité, éviter de détruire tous les habitats des animaux, mais aussi des sociétés humaines. Je referai un peu un résumé ensuite sur les prochaines slides sur ce tableau-là, qui est assez dense, assez complexe. Sur les autres items, sur les autres domaines, on a agglomération, infrastructure. Là, on peut noter à droite les bâtiments performants, même si ça coûte cher, c'est important de le faire. Ensuite, sur les transports, faible consommation de véhicules électriques, etc. Les transports légers. Sur l'industrie et les déchets, on a pareil les carburants avec quelques problématiques aussi que je vais pouvoir mettre un peu en évidence après, gaz fluoré, etc. Si on revient sur les priorités qui sont issues de ces graphes, premier point, on a parlé de l'énergie, donc système énergétique. Sur les priorités, on a d'abord réduction des énergies fossiles. Ça, on l'a répété depuis le début. Il y a des objectifs qui sont chiffrés, qui sont nécessaires. C'est pas de nouvelles infrastructures et arrêt de la consommation d'ici 2050. Énergie fossile, on parle de charbon, de pétrole et de gaz, de biogaz, schiste, etc. Si on fait une mise en perspective de ces directives-là, c'est assez massif parce que quand on pense aujourd'hui à notre vie du quotidien, là on retrace notre journée du matin où on se lève, on prend les transports, on se loge, on met la clim, on met le chauffage, etc. En fait, les énergies fossiles, elles drivent tout, elles sont partout. Donc un arrêt de la consommation d'ici 2050, c'est massif. C'est un gros objectif. Il faut aussi le coupler avec du remplacement, donc énergie bas carbone en mixité. Donc ça, on a les énergies renouvelables. On a vu, elles étaient pas chères, elles étaient efficaces à mettre en place. On a aussi, surtout en France, on en parle beaucoup, le nucléaire. Un petit point sur ça. On a donc la fusion nucléaire qui est déjà qui veut être mis en place dans les prochaines années. On a des projets autour qui commencent à être mis en place. Et on a aussi la fission nucléaire. Ça, en fait, sur la fission nucléaire, le GIEC, il l'intègre dans la plupart de ses scénarios, mais
y a des gros dilemmes, des grosses problématiques qui sont liées à ça, qui sont notamment liées au fait que ce soit cher, que ce soit long à mettre en place, que ce soit risqué, et qu'il y a aussi des problèmes des déploiements globaux, notamment sur des pays qui sont des problèmes géopolitiques, parce que bah voilà, c'est une solution risquée avec des risques associés sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc c'est pour ça que on le voyait dans le tableau avant sur le premier point, le nucléaire il est en bas là dans l'énergie, c'est pas forcément hyper efficace parce que c'est pas très déployable et ça coûte assez cher. Sur la fusion nucléaire, j'en ai parlé très rapidement. En fait, c'est même pas mentionné par le GIEC. Pourquoi? Parce que ça arrivera, en fait, ils considèrent, enfin, de ce que les analystes disent, c'est que ça arrivera trop tard. C'est très difficile de trouver une date on va dire, de commercialisation, de mise à disposition des sociétés humaines pour produire de l'énergie. On tape sur plusieurs dizaines d'années. Et en fait, d'ici là, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas une solution immédiate, on va dire. Donc voilà pourquoi ils en parlent pas. Sur tout ça, deux mots qui sont importants, sobriété et efficacité. En fait, le but, c'est de faire tout ça en même temps. Réduire les énergies fossiles, mettre les énergies bas carbone, mais en même temps d'avoir une approche sobre. Pas forcément ce qu'on a fait avec les énergies fossiles. Ça a été assez limité parce que c'était facile et ça nous a permis de faire plein de choses. C'était assez formidable. Aujourd'hui, on se prend un peu le coup de bâton dans le nez. Donc, le but, c'est de faire différemment et de faire plus efficace. Tant sur la technologie, de mettre en place des technologies plus efficaces, et tant sur la sobriété, de prioriser, d'utiliser l'énergie là où on en a besoin. Sur cette partie, on vous a promis donc de donner quelques exemples un petit peu. Donc, je remets ma casquette de chargée de projet RSE pour Extia Ingénierie et vous dire que Extia Ingénierie est aussi en train de repenser un peu sa manière de faire du business et surtout avec qui et pourquoi elle le fait. Donc, l'ambition aujourd'hui de la direction, ça va être d'atteindre 90% de projets soutenables. Donc, des projets qui excluent les projets d'énergie fossile auprès de nos clients. Et donc là, à ce stade-là, c'est encore une ambition au stade, on va dire, embryonnaire. L'ambition est là. Donc, c'est déjà ça. La direction est volontaire. On a organisé un premier workshop la semaine dernière. L'idée, ça va être d'établir une grille de cotation pour pouvoir évaluer les projets sur lesquels on s'engage. Et puis, l'idée, ce sera de bientôt pouvoir définir et vous partager un jalon pour lequel on essaiera d'atteindre cet objectif. J'essaie d'aller assez vite parce qu'il est déjà tard, je pense que tout le monde a faim. Deuxième item de priorité, c'est les sols, l'eau, l'alimentation. Donc là, on retrouve les écosystèmes. Premier temps, court terme, c'est la conservation. On parle notamment de déforestation, on parle de ce genre de choses qui existent encore dans notre monde. Là, le but, c'est de bloquer tout ça, de pouvoir avoir le maximum de conservation, et puis sur un plus long terme, de la restauration, donc remettre en place des écosystèmes, tout ça avec une amélioration de la gestion. Donc là, il y a un exemple qui est assez flagrant, c'est qu'on parle souvent de biocarburants, c'est-à-dire de carburants issus pas d'énergie fossile, mais ça peut poser en fait des choix, des questions pour faire ce biocarburant. On a besoin de champs. Ce champ, on peut le faire comment? Soit au lieu d'utiliser un champ pour se nourrir directement, on va faire du biocarburant, soit on va décider de créer un nouveau champ, c'est-à-dire qu'on détruit la forêt. Et donc en fait là, on a un tripartite entre soit on garde de la forêt, on garde de l'écosystème, soit on fait des biocarburants pour baisser nos émissions de CO2 sur les transports, soit on se nourrit. Donc là, pareil, le but, c'est d'améliorer la gestion de ça, de pouvoir prioriser, de pouvoir faire ça de manière intelligente. Le troisième point qui était les régimes alimentaires, je pense que Marie-Hélène en a ça parlé, c'était très clair. Et sur cet aspect-là, Extia Ingénierie, et elle sait qu'elle ne pourra pas limiter le changement climatique sans préserver les forêts. Donc, on va aussi s'investir là-dessus avec des partenaires au sein de notre écosystème. Donc, au-delà du climat, les forêts aussi, elles jouent un rôle important dans la préservation de la biodiversité. Et bref, vous en parlez au début, c'est quelque chose qui est important. Et en 2024, du coup, Extia Ingénierie s'est joint à Extia pour soutenir le fonds de dotation Green Sanctuaries, qui va venir justement protéger les baux forestiers à travers le monde, notamment pour les forêts remarquables. Et pour le coup, notre investissement, notre soutien a permis de protéger la forêt Rio Napo qui se trouve en Équateur.
troisième point, pardon, sur 4, bientôt au bout de l'histoire, industrie et transport. Là, pareil, on va faire assez vite. Là, le but, c'est d'augmenter forcément les mobilités douces. Donc ça, c'est transport en commun, vélo, etc. En remplacement de la voiture. Ça, c'est hyper important. Le ferroviaire et le fluvial, c'est des modes de transport en fait qui sont très faiblement émetteurs de CO2. Le fluvial, il est notamment vachement noté pour remplacer tout ce qui est transport routier, camion ou fret aérien, comme les avions. Et ensuite, pour ce qui reste sur le routier, c'est l'électrification de masse. Donc, il y a un petit chiffre à droite. De manière immédiate sur l'ensemble de son cycle de vie, si on passe d'un véhicule thermique à électrique, on a donc sur son empreinte carbone propre, moins 71% en émissions. Donc ça, c'est assez efficace immédiatement. Pareil, ça pose aussi des considérations sociales parce que ça coûte cher. Donc pas tout le monde peut se le permettre. Donc comment on redistribue ça? C'est pour ça que aussi les gouvernements peuvent mettre en place certaines aides. Et donc en parallèle de ces éléments augmentés, il faut diminuer naturellement la mobilité thermique, l'aviation et le fret routier. Même s'il y a des technologies, on parle notamment d'hydrogène bas carbone, qui peuvent être mises en place, mais on a vu sur les premiers graphiques que ça coûtait assez cher et c'était assez complexe. Donc voilà, il faut un peu bosser dessus, mais c'est pas forcément la grande solution. Et un petit point pour l'industrie, parce que ça nous concerne, Extien Ingénierie, améliorer la gestion de la demande, donc la demande en amont de la production, améliorer l'efficacité énergétique et la décarbonation du processus de production. En fait, on a sur les graphes d'émissions de CO2, on a une grosse part des émissions qui viennent dans l'industrie, notamment des gros fours pour la production des métaux, etc. Enfin qui processent le métaux. Donc ça, les modes de changement, c'est notamment changer la source de chaleur, donc passer de l'énergie fossile à des modes un peu plus électriques, etc. Mais c'est des grosses problématiques industrielles qui sont aujourd'hui en train d'être mises en place. Extia accompagne certains clients sur ce genre de sujet. Voilà, c'est loin, c'est des gros process à mettre en place. Je sais plus, Marianne, si tu avais peut-être un point sur... Si je fais un petit focus Extien Ingénierie à l'échelle de l'entreprise, au niveau de notre bilan carbone, forcément, le poste d'émission du transport, ça va être quelque chose d'important sur lequel on va devoir agir pour trouver donc des moyens plus durables pour le transport de nos collaborateurs. Et puis surtout, en tant que société de conseil dans l'ingénierie, on va intervenir sur de nombreux projets justement liés aux infrastructures de transport sur le territoire, comme tu l'as très bien expliqué. Dernier point, pardon, j'ai un pop-up qui est apparu. Ville, communauté, infrastructure, là, très brièvement, pareil, on parle des grands items, efficacité énergétique, sobriété, et idem sur les transports et les bâtiments. Un petit chiffre qui peut être parlant, chez soi, passer d'une chaudière à gaz à une pompe à chaleur, c'est moins 78% d'émissions en source carbone 4. Donc voilà, pareil, des solutions existent, ça peut coûter un peu cher, il y a des aides aussi pour ça. Donc voilà. Donc voilà, la conclusion. La conclusion, c'est que le changement climatique actuel, il est bien là. Il est provoqué par les activités humaines. Il est surtout de source anthropique et il est sans précédent. Il a des impacts et continuera à en avoir de plus en plus. C'est ce qui vous a été présenté par Évrard, des impacts à la fois sur les sociétés humaines, mais aussi sur la biodiversité. Et le fait, c'est qu'aujourd'hui, on a des capitaux et des liquidités à l'échelle mondiale pour financer la transition écologique et qu'agir maintenant, ça finira finalement par coûter moins cher que de continuer avec la manière dont on le fait aujourd'hui. Et donc, on retiendra 4 points au niveau des priorités: la sobriété, l'efficacité, un focus très important sur les énergies renouvelables et bas carbone et l'arrêt des énergies fossiles d'ici 2050. Voilà, c'était un peu la conclusion de ce qu'on vient de vous présenter. Merci de nous avoir écoutés.